Et pendant ce temps, dans les eaux vierges et sauvages de la baie, la marée noire continue de frapper les côtes. Direction à présent les eaux de l'océan Pacifique où s'est déroulée la marée noire de l'Exxon Valdez, l'une des pires de toute l'histoire. La catastrophe prend la 8e place de notre classement. Elle a eu lieu dans le golfe d'Alaska en 1989. Nous sommes le 23 mars 1989. Peu après 21 h, l'Exxon Valdez, un supertanker de 300 mètres de long et pesant 250 000 tonnes, quitte l'Alaska avec plus de 180 millions de litres de pétrole à son bord. Direction Long Beach en Californie, il n'arrivera jamais à destination. Juste après minuit, alors que le navire n'a parcouru que quelques dizaines de kilomètres vers le sud, il heurte les récifs du banc Blick, dans le détroit du Prince-William. Une grande partie de la coque est éventrée. En 3 heures, près de 22 millions de litres de pétrole vont se déverser dans les eaux de la baie. L'une des plus grandes catastrophes écologiques de l'histoire vient de commencer. Au moment de l'accident, le capitaine était parti se coucher. L'enquête établira plus tard qu'il était alcoolique et que quitter son poste de commandement à cet endroit du parcours est une faute impardonnable. De retour aux commandes du navire, après avoir été réveillé par ses adjoints, il va tenter de libérer le navire du récif, mais sans y parvenir. Il attendra une demi-heure pour signaler que l'Exxon Valdez est en détresse. L'enregistrement de son appel radio va rentrer dans l'histoire. Vous entendez la voix du capitaine de l'Exxon Valdez, apparemment en état d'ébriété, lorsqu'il a alerté pour la première fois les gardes-côtes d'Alaska, mais le pétrole se déversait déjà dans les eaux de la baie du Prince-William. Plus de 40 millions de litres de pétrole s'échappent des cuves. 2000 km de côtes sont touchés. Sur place, la faune sauvage est décimée. Au total, 250 000 oiseaux marins, 3 000 loutres de mer, 300 phoques, 250 aigles et 22 orques sont victimes de la marée noire. Le pétrole va se répandre partout autour de la baie et avec lui, des effets toxiques à très long terme vont frapper tous les écosystèmes de la région. On creuse à peine quelques centimètres sous le sable et on trouve déjà du pétrole. Les opérations de nettoyage vont coûter 2 milliards de dollars à la compagnie Exxon. Les côtes les plus souillées seront traitées par des systèmes haute pression, les seuls capables d'enlever le pétrole brut qui s'accroche aux moindres rochers des côtes. Mais les produits chimiques utilisés pour le disperser sont eux aussi toxiques pour les animaux. La baie d'Alaska subira les effets de la marée noire pendant plusieurs décennies. Lors du procès, Exxon plaidera l'accident et l'erreur humaine. La compagnie pétrolière écopera d'une amende de 5 milliards de dollars en 1994. Mais pendant 15 ans, elle contestera cette somme devant les tribunaux, jusque devant la Cour suprême des États-Unis. Le montant sera ramené à 2,5 milliards en 2006, puis 507 millions en 2007, l'équivalent d'une seule journée de revenus pour la multinationale. Ce qu'on ne sait toujours pas, c'est pendant combien de temps les écosystèmes seront perturbés et le temps qu'il faudra aux poissons pour s'en remettre. Encore aujourd'hui, les habitants de la baie d'Alaska se souviennent de ce jour dramatique du 24 mars 1989. Aujourd'hui, la population de loutres a retrouvé son niveau d'avant la marée noire, mais l'impact sur la population de saumon a été dramatique. Certains scientifiques pensent que l'espèce ne s'en remettra jamais. Une chose est sûre, plus de 30 ans après la catastrophe, les conséquences écologiques du naufrage de l'Exxon Valdez sont encore bien visibles. Malgré le nettoyage, il resterait encore 90 000 tonnes de pétrole sur certaines plages d'Alaska. Ça reste un travail éreintant, mais les nouvelles machines augmentent la production et réduisent la pénibilité. L'exploitation des mines de charbon a connu un développement exponentiel au XXe siècle pour fournir des besoins en énergie en perpétuelle croissance. L'événement qui prend la 7e place de notre classement s'est déroulé en 1966, juste à côté d'une mine de charbon. Pour le découvrir, direction la ville d'Aberfan, au Pays de Galles.
Dans les mines, des centaines de tonnes de roches sont extraites chaque jour et acheminées à la surface grâce aux convoyeurs. Mais seulement le tiers est exploitable. Voici ce qui se passe à la surface de la mine. Les résidus sont entassés sur le côté. Une fois que le charbon est isolé du minerai, le reste n'a aucune valeur marchande. Au fur et à mesure des opérations d'extraction, les résidus miniers s'entassent jour après jour sur le site minier pour former de gigantesques collines de débris. C'est ce qu'on appelle les terrils. En 1966, la mine d'Aberfan était exploitée depuis plus d'un siècle. Elle comptait 7 terrils où s'entassaient environ 6 millions de tonnes de résidus. Le terril numéro 7 était le plus récent. Plus d'un demi-million de tonnes de résidus s'y entassaient sur une trentaine de mètres de hauteur. Il se trouvait juste au-dessus du village d'Aberfan. Une position qui suscitait depuis quelque temps l'inquiétude des habitants. Car s'ils sont exposés à de fortes pluies, les résidus peuvent se transformer en une boue épaisse qui risque de provoquer l'effondrement des terrils. Or, il avait énormément plu à Aberfan en octobre 1966. Nous sommes le 21 octobre 1966. Il est 7h30 lorsqu'un agent de surveillance découvre que le terril a glissé de 3 mètres au cours de la nuit. Il tente alors de circonscrire le glissement, mais il est déjà trop tard. À 9h15, le terril s'effondre. Les 250 000 tonnes de résidus se transforment alors en un tsunami de boue de 10 mètres de hauteur qui dévale le flanc de la colline à 80 km/h. 2 fermes et leurs habitants sont engloutis en quelques secondes. Bien qu'alertés par le bruit, les villageois ne peuvent rien faire pour empêcher la tragédie. L'avalanche de boue s'abat sur l'école du village. Une partie de la rue et de l'école sont enfouies sous une couche de boue de plusieurs mètres d'épaisseur. Le 21 octobre était un vendredi. Ce jour-là, tous les élèves de l'école étaient présents dans les locaux. Les habitants du village passent immédiatement à l'action. Les mineurs, les parents, les voisins, tous se précipitent en direction de l'école pour porter secours aux enfants. Mais la boue s'est figée et a déjà commencé à durcir. Le dernier enfant encore en vie sera extrait des décombres peu après 11 heures. Mais alors que l'espoir de retrouver d'autres survivants a disparu, les habitants continueront à creuser sans relâche avec pour seul objectif de retrouver un à un tous les enfants qui ont perdu la vie au cours de la catastrophe. Il faudra une semaine entière pour parvenir à extraire les corps de toutes les victimes. Au total, 144 personnes ont été tuées par la coulée de boue. Parmi elles, 116 enfants, la plupart âgés de moins de 10 ans. Ils seront enterrés dans des fosses communes, les uns à côté des autres. Le rapport de la commission d'enquête sera formel et jugera l'Office national du charbon responsable de la catastrophe. La reine Elisabeth II finira par se rendre sur les lieux pour rendre hommage aux victimes. Mais la négligence de l'Angleterre restera à jamais dans les mémoires des habitants du Pays de Galles. Car une chose est sûre, l'effondrement du terril numéro 7 était parfaitement évitable. Malgré les conclusions de l'enquête, aucun des accusés ne sera poursuivi, licencié ni même rétrogradé. Le village d'Aberfan, lui, reste encore aujourd'hui marqué par l'événement et par la disparition de ses enfants.